Bienvenue, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous avons l'opportunité de rencontrer encore une fois M. Paul Leclerc. Alors, cette semaine, nous discuterons de halte à la fraude et aux abus financiers. Alors, bienvenue, M. Leclerc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Francine. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je pense que la fraude, de plus en plus, on a souvent des cas chez DIRA de toutes sortes d'histoires qui nous parviennent pour nous parler de fraude. Alors, on va en parler plus en profondeur et des sortes de fraude. Alors, la première question sera, pourquoi faut-il vraiment considérer les multiples facettes de la fraude? En fait, c'est que quand on parle de fraude, qu'on entend parler de fraude de façon générale et très souvent, c'est qu'il est question de fraude financière, de fraude monétaire. À vrai dire, il faut évidemment reconnaître que quand il y a fraude, il y a généralement une question monétaire derrière tout ça, parce que, à toute fin pratique, ce que les fraudeurs recherchent, c'est de soutirer des fonds sous une forme ou sous une autre. Mm-hmm. Par contre, la fraude, c'est qu'il y a plusieurs manières de frauder et c'est un peu la raison pour laquelle je considère qu'il faut parler des multiples facettes de la fraude et non pas uniquement de la question financière, de la fraude financière et donc des abus financiers dont il a été question il y a quelques semaines ici également. Oui, c'est vrai. Alors, comment peut-on expliquer que la fraude est si présente aujourd'hui de plus en plus parce que moi, j'ai remarqué que depuis quelques années, on a de plus en plus. Et puis, est-ce que c'est la situation économique, les enfants qui ont moins d'argent? Il y a sûrement des différentes choses qui font qu'il y en a de plus en plus aujourd'hui. Moi, je considère qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, je commence par affirmer que la fraude, elle a toujours existé. Oui. Que ce soit, et moi je dis que ça commence très jeune, que ce soit à l'école, le copiage de notes, que ce soit chez le commerçant. On se rappelle à l'époque, quand il y avait les fameuses balances, tout était vendu à la balance. Mm-hmm. Et il y avait des histoires d'horreur qui nous disaient que le commerçant mettait son pouce pour peser sur la balance puis augmenter le coût. Mm-hmm. Et c'était la même chose chez le meunier. Le meunier mettait son pied sur la balance, puis là, bien, évidemment, il augmentait le coût. Mm-hmm. Donc, il y a eu de la fraude depuis toujours, sauf que depuis quelques années, on se rend compte que la fraude, c'est devenu, ça s'est raffiné. Okay. Et moi, je dis également, ce qu'on ne peut pas ignorer, c'est le fait que notre société, quand on parle en particulier en référence à la société québécoise, on est bien obligé de reconnaître que notre société s'est transformée avec les années. Moi, je dis, il y a quelques générations, il y a une cinquantaine d'années, la majorité de nos familles étaient des familles rurales. Oui. Et donc, notre société rurale vivait des valeurs profondes de charité, d'honnêteté, d'entraide. Et donc, la fraude avait peut-être à ce moment-là un peu moins d'emprise parce qu'on cherchait, on ne cherchait pas à s'approprier le bien des autres. Mm-hmm. La société s'est transformée. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a une société industrialisée. Notre société est multiculturelle. Il y a eu beaucoup d'immigrants. Et on est donc beaucoup plus une société dans les grandes villes. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, les gens pensent davantage, c'est-à-dire qu'on est toujours, il y a plus d'incidence de les valeurs fondamentales qui existaient donc il y a quelques années se sont transformées. Exact. Et je pense qu'il faut bien reconnaître que ces valeurs fondamentales ne sont plus, elles sont plus présentes. Exact. Elles sont plus présentes dans notre société. Mm-hmm. Elles ne sont plus présentes dans l'éducation que l'on donne à nos enfants également. Exactement. Alors, décrivez-nous la fraude. Qu'est-ce que c'est exactement la fraude? Avant de toucher cette question-là, j'aimerais signaler une chose. Oui. C'est que il y a eu, en 2008, on a eu vraiment un tournant au cours des dernières années. Ça a été vraiment un tournant parce qu'on a connu cette crise financière mondiale. Mm-hmm. Hein, et qui a fait qu'il y a eu des pertes importantes, des pertes financières importantes. Oui. Je commencerai simplement par signaler que la société américaine importante qui a eu des pertes financières, c'est un courtier en finance, Lehman Brothers,
qui ont fait faillite, qui ont perdu 693 milliards de dollars. 693 milliards, c'est plus que 2 fois le budget annuel du Canada. Ah, OK. Et parmi ces sociétés, donc il y en a plusieurs autres par la suite, d'autres qui ont également perdu des fonds importants, et dont Madoff, par exemple, qui a perdu 77 milliards, qui a fait faillite, qui a perdu 77 milliards. Et là, ce qu'on a fait référence est à les ventes pyramidales. Donc, il sera question un peu plus tard. Ce que vous venez de nommer, c'était de la fraude qui se passait dans ça. C'est ce qu'on a vécu un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut présumer facilement que si ces gens-là ont perdu des sommes d'argent aussi importantes, et c'est qu'il y avait fondamentalement de la fraude. Exact. Mais le point tournant également, c'est pas un point tournant, mais pour bien préciser, pour faire comprendre ce changement que l'on a connu, je ferai référence à une publicité qui a été publiée il y a quelques années dans un magazine anglophone du Canada. Oui. Et qui titrait, fondamentalement, c'était que les Québécois étaient, par nature, des fraudeurs. Ah oui? Et sur la page couverture de ce magazine anglophone, il y avait le bonhomme Carnaval de Québec et qui avait une valise pleine de fric. Et les billets de banque sortaient de cette fameuse valise. Oui, oui. McLean Magazine, je pense que c'était. Je ne l'ai pas nommé, mais... Oui, mais je me rappelle très bien de ça. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Alors, il y a... ah oui. Et puis on a connu, donc, plus récemment, on a connu le scandale des commandites. Oui. Et puis, encore plus récemment, la fameuse commission Charbonneau, dont on attend le rapport. Mais tout ça vient confirmer qu'effectivement, dans notre société, et ce n'est pas uniquement... Et la raison pour laquelle je faisais référence à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était pour essayer de démontrer, de confirmer que effectivement, il y a de la fraude au Québec, et les quelques exemples auxquels je viens de faire référence le confirment, mais je pense qu'au niveau mondial, il y a des pertes financières importantes qui ont été engendrées, mais certainement pas parce que les gens avaient à cœur de faire profiter les fonds qui leur avaient été remis en espérant, donc, pour obtenir des bénéfices. Et je pense, entre autres, en signalant le cas, je pense, entre autres, au cas Normaux, où là, ça a été 150 millions de dollars qui ont été perdus. Au Québec, mais c'est au-delà de 9000 petits épargnants qui ont perdu leur fonds de pension et qui ont été, dans plusieurs cas, des personnes aînées qui ont été obligées de retourner sur le marché du travail pour être capables de survivre. Oui, je me rappelle. Alors, ça, c'est la partie, je dirais, négative de tout ce qui est la fraude. Et c'est à ce niveau-là, donc, il est important de comprendre que on n'est jamais à l'abri. Oui, c'est ça. Et je reviens donc à votre question concernant c'est quoi la fraude. Oui. Larousse définit la fraude comme étant une tromperie sur la nature, l'origine, la qualité ou la quantité de biens ou services. OK. Donc, c'est fondamentalement la fraude, c'est qu'on vend, on donne un message qui est faux. Et ce qui m'amène à dire, dans les conférences que je donne en particulier, ce qui étonne parfois et qui choque également parfois les gens, de dire, écoutez, s'il y a de la fraude, si on est fraudé, c'est parce qu'on y a consenti. C'est qu'on y a consenti souvent, et j'espère, dans la majorité des cas, étant totalement inconscient de ce qui s'est passé. Mais si on avait été à l'affût, si on avait été aux aguets, possiblement la fraude aurait été évitée parce qu'on l'aurait stoppé, on l'aurait bloqué. Mais comme il y a des choses, et les exemples que l'on va traiter viennent confirmer effectivement que il y a toujours possibilité de stopper, de mettre fin à un manège, un stratagème, à une arnaque. Et je donne à titre d'exemple ce qu'on apprenait justement en fin de semaine dernière, une arnaque incroyable. C'était des immigrés, donc d'origine nigérienne, et qui ont convaincu une douzaine de personnes aînées de 53 à 75 ans qui possédaient une fortune en billets de banque.
mais c'était des billets américains et qui étaient tachés. Et pour les détacher, ça prenait une solution miracle particulière, et cette solution était disponible en Bolivie. Alors, on a recruté comme ça une douzaine de personnes qui sont devenues évidemment des mules dans l'histoire, avec tout frais payés. Et là, on leur payait des vacances, frais de transport par avion, tout ça. Ils sont allés chercher le fameux produit en Bolivie, mais lorsqu'ils sont revenus, il y en a qui se sont fait arrêter aux États-Unis et au Canada, et il y en a qui eux, ont été à date libérés parce qu'on a compris ce qui était le stratagème derrière ça. Mais il y en a qui pourrissent encore en prison au Pérou et en Équateur. C'est que dans la fameuse solution miracle, il y avait de la cocaïne. OK. Et donc, ils transportaient de la drogue, en quelque sorte, dans ce liquide. Alors, les gens sont faits pas mal avoir. Moi, j'aimerais juste vous dire un petit cas que moi, j'ai vécu chez Dira au niveau des gens qui reçoivent souvent par la poste, que ça vienne de l'Inde ou de différents pays, qui demandent un certain montant. Ils ne demandent jamais un gros montant. Ce que j'ai pu voir, c'est entre 20 et 30, puis qui leur promettent mer et monde, finalement. Ça peut être soit un auto ou $1 million. Alors ça, il faudrait que les gens soient très vigilants face à ça. C'est de la fraude. Ils vous promettent toujours que ça va arriver, mais ça n'arrive jamais. Alors moi, je le vois beaucoup au niveau des personnes âgées, qu'ils se font prendre souvent là-dedans, puis ils disent toujours que ça devienne leurs amis, puis ils deviennent émotionnellement attachés à quelque chose qui n'existe pas. C'est bizarre de voir l'émotion qui viennent les chercher, de dire... puis ils ont toujours des histoires là, qui est triste, là, puis qui font presque pleurer. Je pense que ce qu'il faut affirmer, c'est que la fraude, c'est voler. Oui, c'est ça, exactement. Selon le code criminel, le vol, c'est ce qui donne accès aux biens d'autrui de la manière la plus efficace, que j'appelle, parce que s'il y a vol par effraction, je m'introduis chez vous, je vais venir vous voler, je vais venir voler vos bijoux, je vais venir voler votre coffre-fort. Donc, c'est plus efficace, c'est plus direct. Tandis que la fraude, c'est plus subtil. Exactement. C'est une approche qui fait que on va convaincre un peu l'exemple que vous donniez. Oui. C'est qu'on va convaincre les gens que pour obtenir tel bien, parce que les gens espèrent toujours être chanceux, espèrent toujours obtenir un bien gratuitement, qui n'est jamais gratuit, mais on les incite à ce moment-là à transmettre, pour toutes sortes de raisons, à transmettre des fonds pour pouvoir avoir accès à ce pactole que l'on aura proposé. C'est ça. Alors, c'est triste, puis je pense que les gens doivent vraiment être vigilants face à ça. Alors, il y a plusieurs types de fraude. Je pense que on pourrait, peut-être que vous pourriez nous en nommer quelques-unes, dire. Le premier type de fraude que l'on rencontre, c'est la fraude au niveau de la vente de produits ou de services. À titre d'exemple, je me réfère à un cas que l'on a connu ici dans la région il y a quelques années. Encore une fois, c'est toujours la même approche. C'est une démarche qui incite les gens avec l'hypothèse d'une vacance aux Bahamas. Et donc là, on leur demandait d'accueillir chez eux quelqu'un qui faisait la promotion de systèmes de sécurité. Et là, pour ce faire, ils devaient verser, on leur demandait de verser un montant de $200. Et les gens acceptaient de le faire parce qu'ils avaient toujours l'impression, ils avaient la certitude qu'ils allaient obtenir ce voyage aux Bahamas. Monsieur Leclerc, je suis désolée, on va prendre une petite pause, puis ce serait important qu'on continue d'expliquer le cas après. Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur Leclerc, nous allons poursuivre sur un sujet que j'ai moi-même vécu ce cas, justement, de nettoyage d'appartements. Alors, souvent, il y a des gens qui appellent, je vais vous laisser l'expliquer, mais moi, je l'ai vécu récemment avec une dame, alors je vous laisse expliquer ça. Alors, c'est un cas de fraude que nous avons connu, dans lequel nous sommes intervenus chez Dira il y a quelques années. Il y a quelqu'un qui était dans un condo, disons une résidence à appartement, et quelqu'un qui a réussi à entrer à l'intérieur et qui frappait aux portes et qui proposait un service de nettoyage de plancher. Alors, ils ont fait le nettoyage d'un appartement, ils ont nettoyé le tapis, et quand ils ont eu terminé,
ils ont proposé, ils ont dit à la dame, écoutez, on constate qu'il y aurait peut-être avantage à laver vos fenêtres, à laver des murs, etc. Oui. Alors, ils ont passé finalement ainsi toute la journée chez elle. Et le nettoyage de tapis sur lequel ils s'étaient entendus au départ, qui devait coûter 200 bien, à la fin de la journée, ils avaient des frais de 600 Alors, la dame de leur dire, écoutez, je n'ai pas ce montant-là. Et là, elle a été contrainte physiquement à se rendre à la Caisse populaire, au guichet automatique, pour retirer les fonds pour être capable de les payer. Et ça a été, au niveau de Laval, une fraude qui a été constatée, que le service de la police, d'ailleurs, avait signalé que ces gens-là procédaient de cette façon-là. OK. Ce qui est important de signaler, c'est que quand arrivent des cas semblables, il ne faut pas, évidemment, embarquer dans leur jeu. Il est important de signaler le cas immédiatement au service de la police pour que les policiers puissent intervenir sur le fait. Parce que signaler le cas, ce qui a été fait dans ce cas-là 2 jours plus tard, il était trop tard. Et même si on déposait une plainte à l'égard d'une société qui était d'une autre région du Québec, qui procédait de cette manière-là, il était totalement impossible de pouvoir intervenir et arrêter ces fraudeurs. OK. Alors, c'est jamais évident parce que souvent, les personnes âgées, c'est des gens vulnérables, ils ont peur, puis des fois, ils n'osent pas trop rien dire. Puis moi, c'est un petit peu cette situation-là que j'ai vécue. Puis la madame, elle s'est sentie intimidée par les paroles que le monsieur lui avait rapportées. Alors, ça l'avait un petit peu... elle avait comme dit oui, mais finalement, c'était pas ça qu'elle voulait. Mais ça s'est réglé un petit peu de cette façon-là. Alors, il y a d'autres sortes de fraudes. Les fameux prix de loterie, ça arrive aussi à l'occasion. Alors, peut-être pourriez-vous nous en faire part? Bien, de façon générale, c'est qu'il y a des personnes aînées à qui on fait croire qu'ils sont l'heureux gagnant, que ce soit des gens qui ont accès à Internet, qui reçoivent régulièrement des messages dans lesquels on leur annonce qu'ils ont été sélectionnés comme étant l'heureux gagnant d'une loterie incroyable, des montants faramineux. Et parfois même, c'est au téléphone. Et là, la personne qui embarque dans ce jeu-là, c'est qu'on les contraint par la suite pour pouvoir obtenir leur prix, de leur transmettre des fonds. Et la seule raison, c'est parce que, soi-disant, il y a des frais administratifs, des coûts semblables, mais c'est uniquement la manière que ces fraudeurs utilisent pour arnaquer ces personnes. Okay. Je fais référence à un cas qui a été connu, sur lequel nous sommes intervenus chez DIRA. C'était une personne d'un certain âge. Il avait déboursé au-delà de 5 000 et ce sont des versements périodiques qu'il faisait à des boîtes postales. Et chaque semaine, on l'instruisait de l'endroit où il devait transmettre son chèque d'un montant de 50 ou de 100 $. Okay. Et quand on a essayé de le convaincre que c'était une arnaque, ça a pris beaucoup. Et c'était à la demande de sa fille qui s'était rendu compte que son père était embarqué dans ce stratagème. Et c'est uniquement à la fin, quand il devait recevoir un montant de 3 millions, on lui a dit, « Écoutez, monsieur, vous allez recevoir le 3 millions à telle date. Nous serons chez vous pour le recevoir. » Il n'a jamais rien reçu. Oui, non, c'est sûr. Depuis quelques années aussi, je pense que nous, pas juste les personnes âgées, un petit peu tout le monde, on reçoit souvent des téléphones à la maison de la banque, dire qu'il faudrait changer votre NIP parce qu'il y a souvent des vols d'identité. Alors ça aussi, c'est très fréquent, je pense, au niveau des vols d'identité de plus en plus. De manière générale, ce que l'on peut dire concernant les vols d'identité, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a plus de 40 % de toutes les fraudes qui sont suite à un vol d'identité. OK. Et ça représente quelque chose, au Canada, ça représente, selon le Centre antifraude du Canada, ça représente des pertes financières de plus de 250 millions par année. Wow, c'est beaucoup. Et le vol d'identité, donc, c'est qu'on s'approprie, en quelque sorte, l'identité d'une personne, soit pour faire des achats, soit pour obtenir des services, et on le fait au détriment de la personne qui, elle, sans doute, a un bon crédit. Okay. Et ce qui est important de signaler, au Canada, il y a uniquement 2 sociétés qui sont habilitées
à conserver de l'information financière. On a tous un dossier de crédit chez ces gens-là. Oui. Et je fais référence donc à ces deux sociétés, Equifax et TransUnion. OK. Je pense qu'il est important d'avoir comme pratique de vérifier, je dirais annuellement ou biannuellement, notre dossier de crédit, parce que c'est là qu'on peut découvrir si par hasard quelqu'un a obtenu une carte de crédit, par exemple, à notre nom, et qu'il l'utilise évidemment à son profit. Mais si jamais il y avait, il ne payait pas les frais, bien, on ferait des recherches et c'est la personne qui serait imputée de ces dépenses. Okay. Je donnais une conférence il y a quelques années sur le sujet de la fraude et quelqu'un est venu me voir pour me faire part de la situation dans laquelle il était empêtré. C'était quelqu'un, un immigrant, donc un nom pas commun. Et on lui, en quelque sorte, il y a quelqu'un qui avait usurpé son nom pour s'acheter un système de son qui lui avait coûté au-delà de 5 000 $. Il avait donné une adresse, un numéro de téléphone qui n'était pas l'adresse et le numéro de téléphone de cette personne. Mais là, cette personne se retrouvait en résidence et il a reçu la visite d'un huissier, un bonjour. Il y a un huissier qui débarque chez lui et qui venait lui réclamer le 5 000 $ parce qu'il avait effectué, quelques années auparavant, une transaction qu'il avait omis de ne pas payer. Mais c'est une transaction qu'il n'avait jamais effectuée. Okay. Et là, il y avait un huissier qui venait saisir ses biens pour payer, finalement, la dette. Okay. Alors, quelqu'un avait utilisé son identité. Et là, on s'est rendu compte, évidemment, lui a été empêtré, est obligé de retenir les services d'un avocat et tout le reste. Mais le problème, le vol d'identité, c'est le genre de transactions dans lesquelles on peut se retrouver. Et c'est la raison pour laquelle il est important de prendre, entre autres, de vérifier le dossier de crédit que l'on a auprès de ces deux sociétés. Alors, ce qu'ils font les gens, c'est qu'ils appellent directement là-bas, puis ils peuvent demander cette information-là, puis il n'y a aucun problème à l'obtenir? Il faut faire une demande par écrit ou par Internet. Il y a des frais d'une quinzaine de dollars. On peut se rendre aussi chez ces deux sociétés, à leur bureau. Ils ont des bureaux dans la région de Montréal. Et on peut demander à vérifier notre dossier. Si on constate des erreurs dans le dossier, on peut demander que ces informations erronées soient corrigées. Et ils ont 30 jours légalement pour apporter les correctifs. C'est pour ça que c'est important de vérifier. Et c'est d'autant plus important, parce que on sait que chaque fois qu'on effectue une transaction à crédit, notre dossier de crédit est vérifié. Et si par malheur, il y a une inscription qui est erronée, bien, ça peut nous créer des problèmes. Donc, voilà pourquoi il est important de vraiment vérifier notre situation de crédit. OK. Il nous reste 3-4 minutes. J'aimerais bien qu'on parle des cartes de crédit et les fameuses cartes débit. Là. Ça, c'est ce que je disais tantôt, qu'on se fait souvent solliciter de dire « changez vos NIP » ou quoi que ce soit, on pense qu'il y a de la fraude. Ça, là, moi, depuis quelques années, je trouve que c'est incroyable. Maintenant, avec la puce, ça doit être moins pire, mais disons que ça arrive encore. Il faut en général, je commence d'abord par demander aux gens laquelle des deux cartes est la plus sécuritaire, la carte de débit ou la carte de crédit. Il faut savoir que notre responsabilité par rapport à une carte de crédit est limitée à 50 $. Mais en autant qu'on est capable de faire la démonstration qu'on a protégé sa carte de crédit puis qu'on a protégé son identification. Parfait. Mais également, il est important, en particulier en ce qui a trait à la carte de crédit, c'est de vérifier régulièrement son état de compte pour s'assurer qu'il n'y a pas des inscriptions, il n'y a pas des achats qui ont été effectués en notre nom, mais des achats qu'on n'a pas effectués. Mais sur une carte de crédit, quand on peut le faire, il y a toujours possibilité auprès de la société de crédit de facilement faire annuler ces frais. Au niveau de la carte de débit, c'est un accès direct au fonds. J'ai une bonne amie à moi qui utilisait sa carte de débit pour payer ses achats chez Métro. Elle a payé ses achats et là, au sortir de Métro, il y a un jeune couple qui s'est présenté à elle et ils lui ont demandé la direction pour aller à un tel endroit. Donc, elle est une personne très gentille. Elle leur a donné beaucoup d'informations. Elle s'est rendue à sa voiture. Elle a l'habitude, donc,
de mettre toutes ses cartes dans son sac à dos. Elle a déposé son sac sur la banquette arrière. Les jeunes encore sont arrivés avec une grande carte. Et là, ils lui ont obstrué la vue. Et pendant qu'elle essayait encore de leur donner la direction, il y avait quelqu'un qui a fouillé dans son sac derrière et qui a pris sa carte de débit. Et le stratagème a été qu'à chaque jour, il déposait de l'argent dans son compte. Ils avaient déjà son NIP, parce qu'il l'avait vu chez Métro. Il déposait de l'argent dans son NIP, puis il retirait des fonds. En quelques jours, ils avaient réussi à retirer 20 000 $. Alors, évidemment, dans une situation comme celle-là, c'est quand, à la fin de la semaine, elle est venue pour utiliser sa carte de débit, qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne l'avait plus. Elle a appelé la banque émettrice et on l'a informée qu'elle avait été arnaquée. Et évidemment, elle n'avait pas à payer parce que c'était la banque qui a été fraudée. Mais ainsi, ce sont des millions de dollars chaque année qui sont fraudés. Alors, en résumé, je considère que il est possible qu'une carte de crédit, de surveiller une carte de crédit et d'utiliser des cartes de crédit de manière plus sécuritaire que peut-être la carte de débit. OK, c'est beau. Moi, j'ai entendu cette semaine qu'avec la nouvelle technologie de la puce, là, puis que c'est de plus en plus difficile à cause de ça. Mais là, c'est rendu que les fraudeurs, ils vont aller, ils disent qu'ils vont aux États-Unis comme en Floride. J'ai entendu dire que c'est une des régions qui est très sollicitée. Parce qu'ils n'ont pas la technologie encore à différents endroits pour mettre la puce, fait qu'ils peuvent passer la carte directement dans où est-ce qu'on peut glisser. Alors, ils disent que c'est ce que j'ai entendu là, récemment, que c'était une fraude là-dessus. Là. C'est définitivement une amélioration importante pour les cartes de crédit, mais il faut bien reconnaître que cette technologie est encore jeune et elle n'est pas appliquée sur toutes les cartes de crédit, puis elle n'est pas, même si elle existe, elle n'est pas reconnue sur les lecteurs. Ce qui fait que ce n'est pas encore une protection absolue. Exactement. Alors, c'est la raison principale pour laquelle il faut prendre la précaution de vérifier son compte, son état de compte de carte de crédit régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises transactions. Exact. Il ne reste pas beaucoup de temps, il nous reste à peine 40 secondes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'on pourrait dire pour les gens de faire attention. Je pense que la prudence, comme vous dites, de souvent vérifier nos états de compte, je pense que ça, c'est très important aussi. Peut-être juste dire un mot pour, de façon générale, en ce qui a trait à tout ce qui est loterie. Il faut être conscient que si on n'a pas au moins acheté un billet de loterie, on ne peut pas être gagnant. Non, c'est ça. Nonobstant tout ce qu'on nous offre, par exemple, quand vous avez un téléphone le soir, et on vous dit que vous êtes l'heureux gagnant d'un voyage aux Bahamas, si vous n'avez pas au moins acheté un billet de loterie, vous n'êtes pas gagnant. La même chose sur Internet, évidemment, juste un mot sur tous ceux qui sont sur Internet et qui reçoivent régulièrement des polluriels. Et il faut reconnaître que dans 50 des cas, il y a 5 des cas qui ont un virus. Mais il y a beaucoup d'incitatifs à ce niveau-là. Des gens essaient de vous faire valoir qu'ils ont des millions de dollars et puis ils sont prêts à vous les céder uniquement en vous demandant comme service de les placer dans votre compte de banque, d'ouvrir un compte de banque à votre nom. Mais il faut savoir que pour ce faire, il faut leur donner toute l'information sur votre existence, votre nom, votre confirmation, votre adresse, votre compte de banque. Et il y a des fraudes importantes. Alors, prudence. Il faut être vigilant et la prudence, c'est très important. Alors, merci beaucoup, M. Leclerc. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Alors, moi, mesdames et messieurs, je vous revois la semaine prochaine. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, le numéro est au bas de l'écran. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.